L'e-sport est en plein boom à tel point que plusieurs clubs de football ont désormais leurs propres équipes d'e-sport. Pourquoi les clubs investissent-ils dans cette discipline? L'e-sport constitue-t-il une menace pour le football? Et enfin, que peut apprendre le football de l'e-sport? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ennuyez pas trop durant cette période de confinement. L'idée de cette vidéo a surgi en moi la semaine passée, après avoir consacré l'entier de mon week-end à regarder un tournoi de FIFA. En Espagne, il y a une idée qui a été propulsée par un streamer qui consistait à organiser un tournoi FIFA entre les 20 équipes de première division où chaque équipe serait représentée par un footballeur. Le succès de l'événement était assez impressionnant. Au plus fort du week-end, il y avait 180 000 personnes sur Twitch qui suivaient l'événement. Il a été retransmis dans 8 pays différents, en Chine, aux États-Unis. Et ce qui était intéressant, c'était de voir l'entier d'un pays se passionner pour un événement d'e-sport, mais aussi de voir plusieurs spectateurs ne pas aimer le football, mais aimer l'e-sport et par conséquent regarder l'événement. Et la fusion de ces deux mondes, elle m'a donné envie de m'intéresser aux liens existants entre le football et l'e-sport, d'autant plus que, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, de plus en plus de clubs de football investissent dans l'e-sport. Le premier club de football à avoir investi dans le domaine, le club pionnier, ça a été le PSG en 2016, qui a créé son équipe d'e-sport avant que d'autres clubs tels que Manchester City, West Ham, les Wolves, Schalke 04, Valence, le Barça ou des clubs un peu moins à côté comme Servette ou Lausanne ne fassent de même. Et puis ces clubs-là ne jouent pas uniquement à FIFA, ils jouent à des jeux comme League of Legends, Fortnite, Rocket League, des jeux qui n'ont pas grand-chose à voir avec le football, vous en conviendrez. La question c'est pourquoi est-ce que des clubs de football décident tout d'un coup d'investir dans l'e-sport? La première raison, c'est une tentative de capter l'attention des jeunes générations, à savoir la génération Z et les millennials. À la différence du passé, le football pour ces générations-là ne constitue plus le seul objet de divertissement ou l'objet de divertissement majeur. Plein d'autres divertissements sont proposés à ces générations-là. Par conséquent, l'attention de ces générations-là est très difficile à capter pour les clubs de football. D'autant plus que d'une manière générale, le sport s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une crise démographique. La moyenne d'âge d'un spectateur qui regarde du sport en général, elle est de 37 ans. Pour la Première Ligue par exemple, cette moyenne s'élève à 41 ans. Si actuellement l'explosion de l'e-sport ne constitue pas une menace pour la popularité du football, ça je l'ai appris dans la vidéo d'Alex De Castro, ça pourrait être le cas dans le futur en raison de cette crise démographique que traverse le sport. Ce qui est intéressant du coup pour les clubs de football, c'est d'aller chercher ces jeunes générations fans d'e-sport, parce qu'aux États-Unis par exemple, 62% des fans d'e-sport ont entre 18 et 34 ans. C'est pile la bonne tranche d'âge, c'est pile la tranche d'âge que cherchent à cibler les clubs actuellement. Et justement, les clubs de football ont des arguments pour aller pêcher l'attention de ces jeunes générations. L'un des arguments majeurs, c'est la nouveauté de ce sport qui n'est pas sali par des décennies de scandales. Rapidement dans l'e-sport, on a fait attention, j'ai l'impression, à ce que l'équité de la compétition soit préservée, à ce que l'invasion du business, des paris frauduleux ne tâche pas l'e-sport, et c'est pas forcément des mesures qui ont été prises dans le football. On va dire qu'actuellement, l'e-sport est un peu plus clean que le football. Et du coup, pour des clubs tels que Manchester City ou le PSG, qui du côté footballistique ont une réputation qui ne fait de loin pas l'unanimité, qui n'est pas forcément la réputation la plus flatteuse qui soit, ça peut être intéressant de se positionner dans le domaine de l'e-sport et de profiter de l'image assez propre, assez progressiste, assez jeune qui accompagne ce domaine du sport-là. D'une manière plus générale, c'est une très bonne opportunité pour les clubs de football de se faire connaître auprès d'un autre public, pas forcément fan de football. Comme je vous disais au début de la vidéo, le tournoi en Liga de la semaine passée sur FIFA a permis à plein de jeunes personnes de connaître plus en détail les clubs et même de connaître plus en détail ce qu'était le football. Et le Barça justement cherche à exploiter cela. Ils ont une équipe de Rocket League et leur façon de jouer à Rocket League, c'est une façon, selon eux, qui est basée sur les combinaisons et sur le travail collectif, une façon de jouer qui n'est pas sans rappeler le style du FC Barcelone. Le Barça cherche à utiliser son image footballistique et à la transposer dans le domaine de l'e-sport. Dernier élément concernant les jeunes générations, je pense que c'est plus facile pour un jeune de s'identifier à un joueur d'e-sport qu'un joueur de football. C'est plus facile de s'identifier à Bouga à 16 ans, champion du monde de Fortnite, ou à Faker, 23 ans, l'un des meilleurs joueurs au monde de League of Legends, qu'à Léo Messi, plus de 30 ans et père de 3 enfants. Et justement, si les clubs de football dans leur équipe d'e-sport arrivent à avoir des joueurs auxquels les jeunes générations s'identifient, eh ben, c'est le jackpot complet.
La deuxième raison qui pousse les clubs de football à créer leur propre équipe d'e-sport, c'est la nécessité de se positionner sur un nouveau marché, le marché du divertissement. De plus en plus, les clubs de football se conçoivent eux-mêmes comme des entreprises de divertissement. Selon les clubs, le football est un spectacle sportif et du coup, on produit des séries sur les joueurs, on produit des séries sur les clubs, on cherche à améliorer l'expérience du spectateur, à chercher une communication assez moderne, etc., parce que tout ça fait partie d'un spectacle. Il y a quelques années, un dirigeant du Barça disait que le concurrent du Barça, c'était Disney. Le Barça a Messi, Disney a Mickey. Le Barça a le Camp Nou, Disney a Disneyland. Le marché du divertissement est un marché en pleine expansion. Pensez à la prolifération des entreprises qui cherchent à créer du divertissement tel que Netflix, Amazon, Apple, HBO, etc. etc. Et c'est un énorme marché à conquérir. La croissance, elle se ressent évidemment du côté de l'e-sport où chaque année on a une augmentation des revenus qui se chiffre à une centaine de millions de dollars. Cette année, pour la première fois, on a passé la barre du milliard de dollars de revenus. Le fait que des personnalités telles que Michael Jordan, Drake, mais aussi des footballeurs tels que Özil, Christian Fuchs, Parejo, Morata, le fait que tous ces gens aient investi dans le domaine de l'e-sport, ça montre à quel point c'est un domaine qui est en pleine expansion. Tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Les clubs aussi. Pour les entreprises, c'est toujours intéressant d'obtenir de nouveaux revenus, presque de quelque manière que ce soit, et c'est encore plus intéressant pour les clubs de football parce que ça leur permet de diversifier leurs revenus. Ça permet d'avoir des revenus qui sont moins liés aux performances sportives, qui sont assez aléatoires, desquels découlent les droits TV et les primes de compétition. Pour un club comme le Barça par exemple, qui n'a pas un actionnaire qui peut venir combler les pertes parce que le club appartient entièrement à ses socios, la nécessité d'être autosuffisant financièrement, elle est absolument totale. Et le Barça, quand il cherche à attaquer le marché chinois de l'e-sport parce que c'est le plus grand marché du monde, il cherche à avoir de nouveaux sponsors, à avoir plus de visibilité et à avoir plus d'argent, ce qui va être évidemment déterminant pour acheter des joueurs et être performant sur le terrain. Le cas de l'AS Roma, il est assez intéressant aussi parce qu'en s'alliant à Fnatic, qui est peut-être la meilleure équipe du monde d'e-sport, c'est tout d'un coup une énorme exposition dont bénéficie le club romain, une nouvelle entrée sur un marché. Bref, c'est vraiment un coup très très fort qu'a réalisé le club italien sur cette association avec Fnatic. Je vous ai exposé les deux raisons pour lesquelles les clubs de football investissent dans l'e-sport et dans la dernière partie de cette vidéo, je voulais faire ressortir quelques éléments dont le football pourrait s'inspirer, des éléments tirés de l'e-sport. Quand j'ai regardé cette compétition de FIFA la semaine passée, il y avait quelque chose qui était frappant pour moi, c'était le fait d'avoir sous les yeux un produit qui nous appartient un peu en tant que jeune personne, que ce soit dans l'âge des joueurs, mais que ce soit également dans l'âge des commentateurs. Il y avait vraiment quelque chose de très jeune et ça c'est intéressant pour nous parce que je dois avouer à titre personnel que c'est parfois frustrant d'allumer la télé et d'avoir sur les plateaux des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, on sait difficilement qui c'est, on sait difficilement ce qu'elles ont fait dans le football et souvent elles ont une vision du football qui est différente de la nôtre, qui peut parfois paraître un peu dépassée, c'est assez frustrant. Quand je regardais cette compétition, j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu un truc à moi sous les yeux, un truc que mes parents ne comprendraient pas et c'est assez satisfaisant ça en tant que jeune personne. Un autre élément qui était assez déterminant, c'est que vous ouvrez Twitch et voilà, il y a tout qui marche, c'est en streaming. Si vous voulez regarder des matchs en streaming sur internet, des matchs de football, c'est une catastrophe et sinon vous devez payer des abonnements qui sont exorbitants. C'est hyper intéressant en tant que jeune personne d'avoir un accès comme ça, aussi direct et aussi facile aux compétitions. Ça, c'était vraiment un point qui est assez important, je trouve. Et puis un autre point qui m'a semblé essentiel, c'est voilà, cet élément naturel dans la retransmission de la compétition et dans l'accès aux joueurs. C'était génial d'avoir des joueurs de football qui d'habitude ont un discours très très stéréotypé, très très contrôlé, très très cadenassé. C'était génial de les voir s'exprimer hyper librement comme ça en tant que jeunes personnes qui sont. On a l'impression quand ils parlent dans les zones mixtes qu'ils ont 50 ans aussi et que c'est des communicants professionnels. C'est génial de retrouver un peu ce côté naturel et dans l'e-sport, que ce soit grâce aux commentateurs ou grâce aux joueurs, on retrouve ce côté naturel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je dois vous avouer que l'e-sport, je ne sais même pas comment on dit, j'ai massacré ce terme tout au long de la vidéo. C'est pas mon domaine de prédilection. Alors cette semaine, j'ai essayé de lire pas mal de trucs, d'écouter des podcasts, mais si j'ai commis des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, comme ça je mourrai moins bête. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et dans les commentaires, je vous lis avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous pensez de ces liens qui unissent le football et l'e-sport? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous voyez un futur à ça? Est-ce que vous voyez le football aussi être moins populaire au profit de l'e-sport? Je vous lis comme d'habitude avec beaucoup d'attention. D'ici là, portez-vous bien. Nous on se retrouve dans une semaine. Allez, à toutes!